à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Cappuccino. Donc comme d'habitude, cet événement a lieu en présentiel, merci d'être si nombreux, et aussi à distance. Donc pour les personnes à distance, c'est enregistré aussi pour information. Pour les personnes à distance, il y a une option de chat où vous pouvez échanger ensemble, poser vos questions aussi à un collègue qui est connecté avec vous. Et aussi une option de questions-réponses où là, vous pourrez plutôt poser vos questions aux intervenantes, puisqu'on est exclusivement effectivement des femmes, aux intervenantes. Et on aura 15 minutes à la fin pour un temps d'échange où nous prendrons vos questions pour leur transmettre. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la facilitation graphique. C'est pour ça qu'on a un format qui change un petit peu. D'habitude, on est sur les PowerPoint et là, on va tester effectivement la facilitation graphique en direct. Et nous avons pour cela 3 intervenantes qui l'ont pratiqué et qui vont nous partager leur expérience. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tout le monde, merci de prendre sur votre pause déjeuner. On est ravis de partager avec vous sur cette expérience avec le CAP. Donc moi je m'appelle Anne-Laure, je suis directrice d'hôpital et je suis prof à l'école en management et gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, moi je m'appelle Nathalie Bonvalot, je suis enseignante-chercheuse au département des sciences en santé environnementale, donc à l'EHESP. Bonjour, je suis Amélie Josse, ingénieure technopédagogique au CAP. Et Amandine Becquet qui va présenter le Cappuccino et qui suis également ingénieure technopédagogique au CAP. Donc aujourd'hui, on va parler de facilitation graphique. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est une méthode de communication visuelle en fait qui va être utilisée pour représenter, synthétiser, faire émerger des idées. Ça peut être utilisé en enseignement comme on va le voir en partie aujourd'hui, mais aussi en réunion, en conférence ou en gestion de projet. D'ailleurs, peut-être que vous connaissez déjà, mais sans savoir que c'était la facilitation graphique et que vous en avez créé ou bénéficié sous forme d'infographie ou sous forme de carte mentale aussi, on en fait beaucoup. Donc voilà, ça, vraiment, c'est pratiqué avec différents usages, sous différentes formes, pardon. Et aujourd'hui, Anne-Laure et Nathalie vont d'abord expliquer comment elles l'utilisent, pourquoi elles sont parties à l'utiliser, les intérêts et aussi les limites qu'elles y voient. Et ensuite, Amélie complétera avec d'autres usages possibles et l'accompagnement qu'on peut proposer autour de la facilitation graphique. Et ensuite, nous terminerons avec le fameux temps d'échange de 15 minutes où vous pouvez garder vos questions pour ce moment-là. Merci. Et alors, je vais te laisser commencer. Bonjour à tous. Je suis ravie de refaire le point avec vous sur effectivement ces techniques de facilitation graphique. Donc, pour changer du format habituel, il n'y a pas de PowerPoint aujourd'hui parce que voilà, ma collègue et moi, on a fait ce choix-là. Donc, vous avez la chance d'avoir une collègue qui sait le faire en direct. Donc, et vous avez une collègue, moi, qui sait pas dessiner et qui sait pas faire en direct. Donc, c'est pour ça que c'est préparé. Du coup, effectivement, sur les besoins, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place ? Parce que justement, en cours, peut-être que je suis la seule, mais les PowerPoint ne m'intéressent pas et les groupes avec lesquels je travaille ne s'intéressent pas non plus aux PowerPoint. Donc, pour pouvoir arrêter les PowerPoint, il fallait que je trouve un autre support de présentation et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ça m'a permis également de structurer ma pensée et puis de structurer mes cours pour que de manière assez concrète, les personnes avec qui je travaille en groupe puissent voir où je vais ou tout du moins puissent se repérer tout au long de l'intervention. Il
Il y avait un troisième temps, c'est que effectivement, je voulais préparer et accueillir les personnes qui allaient travailler avec moi dans le cadre des cours. Bien souvent, les groupes, parce que même si l'école n'est pas très grande, néanmoins, on ne sait pas toujours dans quelle salle on est, ce qu'on a à faire, les consignes. Et du coup, ça permet là aussi de clarifier ces éléments. Donc, comment est-ce que j'ai fait? Je me suis documentée, j'ai lu, j'ai regardé comment faisaient les collègues. J'ai eu la chance de bénéficier lors des dernières journées pédagogiques, il y a 2 ans, d'une formation, d'un temps de formation. Et puis, j'ai bénéficié de l'appui du CAP, qui a des ressources. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire. Et puis, je me suis lancée. Donc, ça a été un moment un peu difficile parce que c'est compliqué quand on ne sait pas dessiner. Mais effectivement, comme j'avais eu des formations et des explications, je me suis lancée. Donc, quels sont les intérêts que j'y ai vus? À quoi ça me sert? Donc, on est là. Donc, les intérêts, c'est la signalétique. Donc, souvent, je fais des petits symboles pour indiquer la salle de cours. Ça permet, quand les personnes sont en pause ou arrivent peut-être avec du retard, elles savent immédiatement où est la salle. Ça évite de se tromper. Ça peut quand même, en tout cas, ça peut aider. Ça m'aide également à exactement ce que je fais là avec vous, repérer où on en est de l'intervention. Et donc, moi, j'ai une petite icône, l'icône CAP. En fait, ça indique la pause. Et souvent, pour les groupes, ils savent que mon discours va bientôt s'arrêter. Et eux aussi. Voilà, donc ça fait du bien, ça permet de savoir que voilà, après tel point, on va passer à tel point. Là, on va s'arrêter et on va reprendre. Voilà, donc ça donne vraiment des heures de début, des heures de fin, ça permet de guider. Alors qu'effectivement, avec un PowerPoint, comme on va passer des slides, une slide après l'autre, le programme va être parti et on va pas s'en souvenir. Donc, ça me permet aussi, je l'utilise à l'aide de photolangage. Donc, par exemple, au cours d'une séquence, je vais demander à l'aide de cartes type Dixit, type des images, assez classiques, je vais demander aux personnes de s'exprimer à partir d'une image pour restituer un cours, pour introduire une discussion. Ça permet là vraiment d'aller chercher, mobiliser les ressources de l'ensemble d'un groupe, de l'ensemble des participants, et pas uniquement ceux qui prennent la parole spontanément. Donc les difficultés et peut-être en tout cas, je ne sais pas si c'est des conseils, au moins des retours d'expérience. Donc là, vous voyez que j'ai bientôt fini. Donc les difficultés, c'est qu'il y a un temps de préparation. Ça veut dire qu'il faut que je vienne un petit peu avant en salle, que j'essaye d'avoir structuré, d'avoir au moins noté ces éléments-là. Donc, moi, j'arrive pas à le faire en direct, donc je le prépare. Ça veut dire qu'il faut que je l'intègre dans mon organisation. Ça peut être perçu, mais enfin, voilà, juste uniquement pour dire que ce temps de préparation, je le gagne après, parce que c'est beaucoup plus fluide dans le cours. Voilà, donc ça fait que je suis pas obligée de répéter. Et souvent, au sein des groupes, il y a des personnes qui disent, ils avancent pour me poser une question, et puis ils me disent, ah ben non, en fait, c'est noté. Oui. Donc, le temps que j'ai entre guillemets perdu au démarrage, je le gagne au cours du cours. La difficulté, c'est parfois la perception, soit par des collègues, soit par des membres du groupe, qui peut considérer que je fais du gadget, que je suis en train en fait de m'amuser, c'est pas un vrai travail. Je suis en train de faire des petits dessins, des petits croquis. C'est pas toujours pris au sérieux, alors que pour moi, ça permet au contraire de mobiliser l'ensemble du groupe. Quelles que soient ses préférences, et pour mémoriser tout court. Pour moi, c'est uniquement une autre forme de communication, et c'est pas juste pour faire joli. Voilà. Donc parfois il y a cette association, c'est joli, c'est un petit gribouillis, c'est un petit dessin. Pour moi, c'est plus, ça aide le cours, ça soutient le cours. Et puis voilà, mes difficultés voilà, ça a été de me dire que je sais pas dessiner, mais comme c'est utile, je vais prendre un peu sur moi et puis essayer de faire au mieux et tout du moins de m'appliquer pour que ça soit plus clair pendant mon cours. Voilà, moi ce que j'ai à dire sur ce retour. Merci beaucoup de votre attention. Je vais laisser la parole peut-être à la collègue directement. Voilà, merci Nathalie. J'allume le micro. Merci beaucoup Anne-Laure. Alors, tu disais
temps de préparation, moi, c'est vrai que j'essaye de faire ça en direct en cours. Là, j'ai un petit peu triché, donc j'ai un peu préparé quand même, parce que c'est pas des choses que je maîtrise parfaitement. Et pour le coup, la facilitation graphique, quand on l'a fait en enseignement, c'est mieux de maîtriser son enseignement, sinon c'est difficile parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Je rebondis juste sur quelque chose que tu as dit. C'est donc d'une part la préparation. Moi aussi j'ai de la préparation, mais qui va être plutôt mentale que physique en quelque sorte, parce qu'il faut quand même avoir une architecture de l'enseignement bien construite mentalement pour arriver à faire ça en direct. Et puis sinon le fait de dessiner effectivement, et en fonction de la taille du panneau, de la page, et ben on se rend compte que les personnes qui suivent, elles vont aussi voir où on en est, et surtout quand il n'y a plus de place, c'est que c'est fini, donc il ne faut pas qu'on se trompe au départ. Voilà, donc moi je vais revenir un petit peu sur le pourquoi, le comment. Moi je le disais, donc ça c'est moi, hein, j'avais pas besoin de forcément très bien dessiner, c'est juste apprendre aussi peut-être par la formation. Donc en fait moi je fais de l'enseignement et de la recherche en toxicologie sur des concepts qui sont assez complexes. Comme je suis toxicologue, je peux dessiner par exemple une petite fiole de produits chimiques. Je peux également dessiner des choses qui sont peut-être plus parlantes pour tout le monde. Ce sont des pictogrammes qui affichent clairement la dangerosité des agents chimiques et des produits chimiques qu'on peut utiliser dans le quotidien. Et en fait, moi, j'enseigne sur trois principales questions. D'abord, c'est quand on est toxicologue, on va soit générer des données, soit les utiliser. Et donc moi, mes questions principales, c'est d'abord justement comment est-ce qu'on va utiliser et compiler les données de la recherche dans ce domaine-là. Donc les données de la recherche, ça va être des données expérimentales sur des petites souris, par exemple. Ça peut être des données sur des modèles cellulaires. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va utiliser ces données de la recherche, ces publications, pour pouvoir en quelque sorte interpréter ce qu'ils disent. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça va être quelque chose qui est en lien. C'est une fois que je sais ça, c'est comment je vais interpréter. Et moi, je travaille dans une école de santé publique, donc comment on interprète ces données en termes de santé publique. Donc là, on va se baser beaucoup sur l'expertise. Et puis, l'expertise, on va essayer de construire des modèles pour pouvoir interpréter ces éléments. Et enfin, la troisième question, c'est avec toutes ces interprétations, comment je construis des outils qui vont être utilisés. Donc là, j'ai dessiné une clé, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est le picto pour l'outil, qui vont être utilisés dans les actions de santé publique qu'on va mettre en œuvre, à la fois en termes réglementaires. Alors, je peux dessiner un gros bouquin parce que la réglementation, c'est des gros livres, voilà, avec beaucoup de pages, qu'on va utiliser sur des systèmes de surveillance, comment on peut surveiller les personnes, comment on peut surveiller l'environnement pour mettre en place des actions. Et donc, des systèmes de surveillance, on peut dessiner des graphiques. Donc ça, c'est mon enseignement. Et donc, comme c'est des approches qui sont un petit peu complexes, moi, je dessinais déjà beaucoup au tableau, mais j'avais une problématique, c'est que sans doute une difficulté à mettre en lien tout ça, et ça se retrouvait dans l'enseignement et dans les échanges que j'avais avec les stagiaires, les élèves et les étudiants. Et je me suis dit, mais ces dessins que je fais au tableau et que j'efface sans arrêt, là, il faut les conserver. Et donc, j'ai eu l'idée, à ce moment-là, je me suis dit, l'idée qu'on peut avoir, c'est de mettre ces dessins sur un mur pour les conserver, pour pouvoir revenir dessus à certains moments de l'enseignement. Et donc, cette idée, je l'ai concrétisée grâce à une formation. Donc, j'ai été formée, moi, à l'université de Rennes. J'ai été formée à l'université de Rennes par... je ne devais pas dessiner le logo de l'université de Rennes, il est trop dur d'ailleurs, par Sophie Giffaux-Sorel, je crois, qui est une super facilitatrice graphique. Et donc, c'était une formation d'une journée où on a appris justement à identifier les différents pictogrammes simples, les différents formats, flèches qu'on peut utiliser. Et ça a été tout de suite mis en pratique dans la journée. Et c'est là où on se rend compte que même si
Alors, c'est vrai que le coup de crayon, ça aide quand on a déjà l'habitude de dessiner au tableau, mais même si on ne sait pas très bien dessiner, en fait, on arrive à se faire une pictothèque. Donc, j'ai pu en fait mettre concrètement en application cette formation en mars 2022 auprès d'une promotion d'ingénieurs du génie sanitaire et de formation continue. Et en fait, ça a été très riche d'enseignements d'abord pour moi. En fait, je pensais faire ça pour les autres, mais ça a été riche d'abord pour moi parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait à structurer l'enseignement. Et donc, un enseignement mieux structuré, finalement, l'échange, tout ce qu'on veut dire, ça passe beaucoup mieux. Et puis, alors peut-être que les élèves, la première fois, ont trouvé ça peut-être rigolo, mais c'est pas ce qui a été perçu du tout, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. En fait, eux, ils étaient très, très intéressés. Et ce qu'on a vu, c'est que ça crée un ensemble de fils conducteurs. Et à chaque fois qu'il y avait une question, on pouvait revenir sur une partie des enseignements. Et donc, finalement, le retour que j'ai et l'intérêt, c'est vraiment très positif. C'est on structure les enseignements, on peut revenir dessus. Et donc, moi, j'en ai fait carrément une synthèse visuelle de mon enseignement global. Au début, j'avais essayé avec des feuilles A3. Bon, là, ça ne marchait pas très bien. Et puis, la deuxième année, donc en 2023, j'ai fait ça sur un panneau de 1 mètre sur 3 qu'on a laissé au mur pendant les 4 jours. Un enseignement qui dure 24 heures en tout et qui était synthétisé sur une feuille d'1 mètre sur 3. Et donc, en fait, les élèves ont pu garder trace de cette synthèse. Ils ont juste fait une photo. Ils étaient très, très contents. Donc, ça, c'était les points positifs. Les points négatifs, qui sont aussi quand même à soulever, c'est que quand on fait en direct, et vous voyez, là, je me suis un peu arrêtée de dessiner, on ne peut pas parler et dessiner en même temps. Donc, il faut faire des pauses, ce que je ne fais pas assez là. Et puis surtout, il ne faut pas être tout seul pendant les 4 jours, parce que là, c'est mission impossible. Donc là, l'enseignement s'y prêtait parce que j'étais seule le jour 1, avec une intervenante le jour 2, seule le jour 3, avec des intervenants le jour 4. Il faut laisser des temps de travaux personnels, réflexifs aux élèves, comme ça nous laisse le temps de faire les dessins qu'on a oubliés. Et puis ensuite, je dirais l'inconvénient majeur que je vais peut-être dessiner parce que celui-là, c'est que finalement, ça demande un niveau de concentration qui est hyper élevé, ce qui fait qu'à la fin des 4 jours, on est à plat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire au quotidien, la facilitation graphique en direct. Et donc, moi, je pense, une des conclusions que j'ai remarquées, c'est que c'est une chose qui peut être faite dans certains enseignements qui s'y prêtent bien, quand on fait du direct. Et puis après, quand c'est pas du direct, et ben là, par contre, on peut développer beaucoup plus d'aspects comme Anne-Laure, un petit peu à éparpiller dans les différents enseignements, et c'est vraiment très utile. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, puis je vais essayer de finir les dessins, qui n'ont pas réussi à finir. C'est bon. Donc pour terminer cette présentation, moi je vais vous faire une petite synthèse sur la facilitation graphique et ses usages et d'autres usages possibles, et puis vous donner quelques indications si vous voulez vous lancer. Donc pour comprendre la facilitation graphique, c'est pas une seule chose, il y a plusieurs types de facilitation graphique. On peut déjà démarrer de manière individuelle, c'est ce qu'on va appeler le sketch note. Alors j'ai un livre ici qui est disponible au CAP, ce qui permet de faire des petites notes dessinées, des petites synthèses dessinées pour soi. Donc il y a souvent beaucoup plus de parties écrites que dessinées dans le sketch note. Et donc ça peut être utilisé en réunion. D'ailleurs, l'auteur de ce livre, en fait, il en avait marre de prendre des notes en réunion, puis décrochait beaucoup et s'est mis à sketch noter. Et donc de faire des comptes rendus. Donc ça, c'est une pratique plutôt individuelle. Vous avez ce que nous a présenté Anne-Laure, la facilitation graphique préparée. Et pareil, on peut l'utiliser en dehors des enseignements. Alors, j'ai des posters là, il faut que j'arrive à les attraper. Vous pouvez par exemple avoir de la facilitation graphique préparée pour animer des réunions, des brainstorming. Et donc, vous préparez votre poster à l'avance et les gens vont venir le compléter. On a aussi un exemple ici de facilitation graphique préparée pour de la formation. Et on en a fait 2 versions. Donc, on a cette version-là qui peut être utilisée en atelier présentiel, mais c'est aussi une version qu'on a jouée en distanciel, en version numérique. En plus, on l'a jouée avec des Polonais, donc en anglais, et ça a très bien fonctionné. Donc, on l'avait juste inséré dans un canevas, donc un tableau blanc, et les gens sont venus mettre des post-it. Donc, ça demande un peu de préparation, mais c'est aussi faisable. Donc, ça, c'est la facilitation graphique préparée. Et puis, vous avez ce qu'a fait Nathalie.
Donc elle l'a bien dit, c'est quand même voilà, du plus haut niveau de facilitation graphique. En tout cas, c'est assez difficile à prendre en main directement, mais c'est le dessiner-parler. C'est celui qu'on voit en séminaire quand il y a des facilitateurs graphiques. Donc celui-ci demande un peu, je pense, d'entraînement ou de préparation chez soi déjà pour bien avoir en tête ces pictos. Ensuite, quels sont les intérêts et les limites pour la facilitation graphique? Il n'y a pas d'études spécifiques sur la facilitation graphique, de recherche spécifique sur la facilitation graphique. Par contre, il y a des études sur le fonctionnement de la mémoire et de la mémorisation, et on sait que la mémoire visuelle et la mémoire photographique sont les mémoires les plus puissantes du cerveau. Et donc, c'est une manière aussi de faire travailler cette mémoire. Et les retours qu'on a de la facilitatrice qui nous a formés, Nathalie et moi, du coup, parce que j'ai suivi cette formation aussi plus tard, c'est que les enseignants qui se mettent à la facilitation graphique ont aussi des retours des étudiants et des apprenants qui se sont dit « Ah bah oui, mais ça m'a autorisé, moi, à dessiner en cours ». Et donc, on peut émettre l'hypothèse que de eux-mêmes dessiner, de synthétiser, ça peut favoriser leur apprentissage et leur mémoire. Voilà. Ensuite, pour terminer sur les accompagnements qu'on peut vous proposer, puis des conseils pour vous lancer. Donc, au niveau du CAP, du Centre d'appui à la pédagogie, on peut vous proposer du matériel. Donc, les livres là que je vous présente, on en a encore d'autres au CAP. Donc, on a des livres sur le sketchnote, des livres pour préparer des posters, mais on a aussi tout un tas de livres pour les pictos, donc les pictothèques. Vous pouvez aussi, évidemment, si vous êtes intéressé par de la formation, écrire sur l'adresse cap@ehesp.fr pour demander cette formation qu'on a suivie, et on pourra vous mettre en relation ensuite. Et puis on a du matériel, celui qu'Amandine tient, on a des feutres. Voilà. Et on a également un iPad avec Procreate pour ceux qui voudraient se lancer en version numérique. C'est assez facile à prendre en main, mais c'est vrai qu'il faut peut-être déjà s'être entraîné sur papier. Et pour vous lancer, clairement, moi, pour avoir suivi la formation, je pense qu'elle est quand même indispensable parce que se former, ça permet pas d'apprendre à dessiner, mais justement de dépasser les a priori qu'on a sur ses capacités, de se dire, en fait, il faut pas savoir dessiner. C'est pas le plus important, c'est il faut savoir synthétiser. Et ça, c'est vraiment, je pense, finalement, l'exercice le plus important en facilitation graphique. Et puis, il faut savoir appréhender l'espace de sa feuille. Et en fait, c'est pas tant savoir faire des petits pictos, on peut s'entraîner, mais souvent au début, soit on commence, on fait beaucoup trop petit, ou on prévoit des choses et puis ça dépasse. Donc c'est plutôt ça, s'entraîner à appréhender l'espace qu'on va avoir, et donc dépasser ses a priori. Et en une journée, je vous assure, Nathalie pourra confirmer, moi, entre l'arrivée et la sortie, j'ai vu une progression incroyable et on a testé pas mal de méthodes de facilitation graphique. Et donc, c'est vraiment efficace. Ensuite, une fois qu'on est au point sur ce qu'on veut faire, il faut s'entraîner un peu chez soi et se préparer des petites pictothèques. Donc, Nathalie, elle le disait, elle fait sur son domaine à elle. Mais nous, en ingénierie pédagogique, on peut se préparer des petites pictothèques sur notre domaine. Voilà, nos vocabulaires, ceux qu'on utilise le point, et on s'entraîne à les faire. Et en fait, le jour où on en aura besoin, on est habitué à les dessiner. Donc ça, c'est des petites choses à faire. Et donc, pratiquer régulièrement. Déjà pour soi, avec du sketchnote, etc., pour pouvoir le mettre en place plus facilement. Donc voilà sur la petite synthèse et les conseils pour vous lancer.